On va démarrer ce webinaire. Je suis Alain Pariante, le directeur adjoint du département droit et transformation sociale, et je suis ravi de vous accueillir pour cette quatrième session de webinaire du département. Et je commencerai par des excuses. Excusez d'abord Olivier Décimat, le directeur du département, qui n'a pas pu se joindre à nous et animer cette session. Et je poursuivrai des excuses de ma part, puisque je serai obligé de vous quitter après cette courte intervention et je laisserai Alexandre animer ce webinaire ainsi que Clémence également. Juste quelques mots introductifs sur ces webinaires, puisque nous sommes ravis. C'est la dernière séance avant la coupure estivale et nous avons eu 4 webinaires du département qui sont, il faut le dire, un vrai succès, puisque nous arrivons à mêler les points de vue, les discussions. Nous le verrons sans doute encore ce soir. L'idée est assez simple, c'est essayer, dans le cadre de cette logique du département de recherche, droit et transformation sociale, qui regroupe, je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, 8 unités de recherche en droit et en sciences politiques. Donc, regrouper des points de vue, à la fois des enseignants-chercheurs du département et donc des unités de recherche, et puis des témoins de la cité, des praticiens, des spécialistes, des sujets qui nous occupent et qui sont des sujets d'actualité. Nous avons pu déjà étudier dans un premier webinaire sur l'Ukraine. Nous avons vu aussi sur les violences conjugales, l'écotaxe, et donc aujourd'hui sur les fichiers policiers. Et donc je suis ravi de pouvoir vous laisser entendre maintenant des spécialistes de ces questions. Et je vais tout de suite donner la parole à Alexandre qui va plus précisément vous présenter les intervenants. Je vous remercie et encore désolé de devoir vous quitter rapidement. Merci Alain. Bonjour à tous. Bienvenue à ce 4e webinaire du département de recherche droit et transformation sociale. Comme pour les précédents webinaires, vous pourrez retrouver en replay la vidéo de ce soir sur la chaîne YouTube du département. À l'occasion, je vous enjoins à suivre les réseaux sociaux du département, LinkedIn, Twitter et la chaîne YouTube. Ce soir, comme le précisait Alain, de nouveau un sujet d'actualité puisqu'il s'agira de questionner les fichiers policiers, les fichiers judiciaires et de renseignement. Sujet d'actualité qui soulève régulièrement des questions, des débats, qui soient de comptoir ou d'ailleurs, et qui vraisemblablement devraient continuer à être un sujet dans les années à venir. Nous avons la chance dans ces webinaires à chaque fois d'accueillir des spécialistes du sujet, des universitaires ou des spécialistes du domaine qui vont pouvoir discuter avec vous de ces questions-là. N'hésitez pas à leur poser vos questions. Vous avez un petit onglet dans le bas de votre écran qui est dédié à ces questions-là. Nous les poserons aux intervenants à la fin de leur présentation. Pour nous accompagner aujourd'hui, Johan Nabat, Marion de Gasquet et Anthony Amissel. Nous allons débuter ce webinaire avec Johan Nabat, qui est doctorant en droit privé et sciences criminelles à l'Université de Bordeaux, à l'Institut des sciences criminelles et de la justice, l'ISSCJ. Il travaille dans le cadre de sa thèse sur les fichiers de police et de justice et leur lien avec les libertés fondamentales. Johan Nabat, ces fichiers policiers, ce fichage policier, veut-il dire que nous sommes déjà tous sous surveillance ? Bien, bonjour à tous. Merci Alexandre pour cette question auquel je vais tenter de répondre brièvement, mais pour vous donner quand même les repères principaux. Alors, je vais essayer de vous partager mon écran. Voilà, est-ce que ça marche? Oui, c'est bon, super, parfait.
Donc, est-ce qu'on est tous surveillés ou pas? En tout cas, je vais d'abord essayer de rappeler un petit peu ce que sont les fichiers et comment ils fonctionnent. Je vous propose de répondre en fait à 5 petites questions au long de cette petite présentation pour savoir en fait de quoi on parle, quels sont les grands fichiers, quelles sont les informations qu'on y trouve, quel est l'usage qui est fait de ces informations et enfin peut-être en guise de première conclusion avant les interventions de mes 2 collègues, quels sont les risques pour cette réalité telle que je vais essayer de vous la décrire. Alors, quand on parle de fichiers, c'est une notion qui pourrait paraître assez intuitive. On en manipule tous, des fichiers informatiques à longueur de journée. En réalité, ici, ce n'est pas tout à fait dans le sens du langage courant. Le fichier, c'est l'ensemble stable et structuré de données. Donc, c'est ces 2 caractéristiques-là qui sont essentielles. C'est un ensemble stable, c'est-à-dire que c'est des données qui sont conservées dans la durée, et structuré avec des moteurs de recherche qui permettent d'accéder aux données, des interconnexions entre les fichiers, donc structuré de manière informatisée ou non, puisque les fichiers, en fait, on a tendance parfois à l'oublier un petit peu aujourd'hui, mais les fichiers de police, notamment, préexistent à l'informatique. Un fichier très connu pardon, de la gendarmerie était le fichier alphabétique de renseignement, le fichier phare, qui était un très gros fichier pour la gendarmerie, qui a été détruit en 2011, mais qui préexistait très nettement à l'informatique. Bon, tout le monde peut bien sûr détenir des fichiers, mais ici, on va s'intéresser à un type particulier de fichier, vous l'avez bien compris, à ceux qui sont mis en place par l'État, et un type encore plus particulier de fichiers, ceux qui sont mis en place par l'État dans un but de police administrative, de police judiciaire, de renseignement ou de justice. On va revenir évidemment sur chacun de ces termes. Alors, ça me paraît important de préciser tout ça parce qu'on entend rarement parler en fait des fichiers de police, ou alors on entend parler de quelques fichiers. On entend parler du casier judiciaire, par exemple, on va y revenir. On entend parler des fiches S quasiment à chaque fois qu'on a un attentat terroriste. Mais en réalité, c'est quelque chose qui est assez peu connu dans leur réalité. C'est ce que je vais essayer de vous présenter. Alors, quels sont les grands fichiers de police et de justice? Alors là, mon propos n'est absolument pas exhaustif, je le dis tout de suite. C'est simplement de vous proposer ici un éclairage sur quelques exemples de fichiers qui me semblent particulièrement révélateurs et peut-être dont vous aurez entendu parler. Et c'est toujours intéressant d'en connaître la réalité. Alors, je vous propose ici de découper en fait finalement tous ces fichiers en 4, mais ce découpage il est assez artificiel puisque vous allez le voir juste après, ces fichiers communiquent entre eux, sont parfois gérés par plusieurs ministères, ont plusieurs usages. Donc là, le découpage que j'ai fait, il a avant tout vocation pédagogique, mais il est absolument pas, les catégories ne sont absolument pas hermétiques. Donc, on a d'abord les fichiers qui seront principalement à finalité judiciaire, c'est-à-dire qui sont faits dans l'exercice du ministère de la Justice, des tribunaux. On trouve d'abord le casier judiciaire. Alors, c'est peut-être le fichier le plus connu. En réalité, même si c'est le plus connu, peut-être celui avec lequel on a le plus de contact dans sa vie, c'est peut-être le fichier le moins problématique. On va y revenir, mais le casier judiciaire, il est extrêmement encadré, il obéit à un cadre législatif défini par le Code de procédure pénale, il est composé de plusieurs bulletins, il est sous le contrôle des magistrats, il est relativement bien encadré. Plus problématique, toujours au sein du ministère de la Justice, on trouve le FIGEVS et le FIGET. Alors là, vous en avez peut-être un peu moins entendu parler. Alors, ce sont 2 fichiers qui sont très similaires. En réalité, ce sont 2 fichiers sectoriels, c'est-à-dire liés à des infractions particulières, des auteurs d'infractions particulières. Le SEV de FIGEVS, c'est pour les infractions sexuelles et violentes, et le FIGET pour les infractions terroristes. Alors là, immédiatement, il va falloir préciser quelque chose de très important, c'est que si ces fichiers sont ceux des auteurs des infractions terroristes ou des auteurs des infractions sexuelles ou violentes, nul besoin d'être condamné pour être dans ce fichier. Et c'est là un premier risque, peut-être quelque chose qu'il faudra repérer, puisqu'on trouve dans ce fichier toutes les personnes qui ont été mises en examen, simplement, donc mis en cause, pas nécessairement condamnées pour ce type d'infraction-là. Ils sont aussi révélateurs, ces fichiers, parce qu'ils montrent un peu la figure de la dangerosité aujourd'hui. On pourrait quasiment l'analyser de manière criminologique avec les auteurs d'infractions sexuelles et violentes d'une part et les auteurs d'infractions terroristes d'autre part. Curieusement, pas de fichier de la délinquance au col blanc, par exemple, alors qu'on pourrait imaginer aujourd'hui qu'elle soit d'actualité. On a ensuite tous les fichiers gérés par les services de police et de gendarmerie, donc plutôt de police judiciaire. Là aussi, le plus connu peut-être, c'est le fichier TAJ, traitement des antécédents judiciaires. Le fichier TAJ, lui, c'est le plus massif puisqu'il regroupe
plus de 18 millions de personnes, puisqu'il suffit d'avoir été mis en cause à l'occasion d'une procédure policière, pas forcément d'avoir été auditionné, pas forcément d'avoir été arrêté, encore moins d'avoir été condamné, simplement d'avoir été mis en cause suffit pour être inscrit dans le fichier TAJ. On a ensuite le binôme des deux fichiers biométriques, c'est-à-dire les fichiers FNAG et FAED, les empreintes génétiques et les empreintes digitales. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est que la France a fait un choix qui n'est pas partagé par tous les pays, qui est le choix d'avoir fait des fichiers spécifiques biométriques. C'est-à-dire que vous ne trouvez des empreintes digitales que dans le FAED, vous ne trouvez des traces génétiques que dans le FNAG, tandis que d'autres pays ont choisi d'intégrer ces traces directement dans les principaux fichiers de police. On pourra y revenir si vous le voulez à l'occasion de questions. Ça a ses avantages, mais aussi ses inconvénients. Je ne pouvais pas ne pas citer le fichier des personnes recherchées, le fameux FPR. Je m'excuse d'ailleurs pour tous ces sigles. Les fichiers en sont remplis. Le FPR, le fichier des personnes recherchées, c'est là-dedans qu'on trouve les fameuses fiches S. Vous avez sans doute déjà entendu parler des fiches S. En fait, les fiches S, il n'y a pas de fichier S. Ce qu'on appelle les fiches S, c'est un type de fiche du fichier des personnes recherchées. S pour sûreté de l'État. Bon, les plus problématiques, sans conteste, sont sans doute les fichiers de renseignement parce que c'est ceux sur lesquels on détient le moins d'informations. Il y a toute une liste de 17 fichiers secrets dont on n'a que le nom. Il y a des noms qui vous diront sans doute quelque chose, hein, le fichier de la DGSI, le fichier Christina, mais ces fichiers, je ne peux pas vous en dire grand-chose puisqu'on en a une fois de plus que le nom et on n'en a absolument pas le contenu. C'est là la limite de l'étude universitaire. Par contre, on a deux fichiers qui, eux, sont connus et sont des fichiers d'enseignement. C'est les fichiers PASP et JPASP. Alors, PASP, c'est pour prévention des atteintes à la sécurité publique. Et ce qui est intéressant dans ces fichiers PASP et JPASP, c'est qu'ils permettent de collecter les données de tous ceux qui constituent une menace à la sécurité publique. Ce qui est un terme évidemment très large, et là aussi, c'est, vous l'avez bien compris, peut-être un angle de surveillance possible, en tout cas d'inquiétude, parce que ces fichiers permettent de collecter très largement des données. Ils ne sont pas accessibles, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas savoir si vous êtes fiché, ou en tout cas le ministère de l'Intérieur vous opposera un refus. Sachant donc qu'ils sont très larges et que les informations contenues sont elles aussi très larges, puisqu'on trouvera notamment les opinions politiques. En France, le fichage de l'opinion politique est très encadré et très limité, mais les fichiers PASP et JPASP en contiennent. On trouvera aussi des données de santé relatifs à une particulière dangerosité, par exemple. C'est des fichiers qui sont assez problématiques. Et je terminerai par ces fichiers dits d'administration. Donc, c'est des fichiers qui, en fait, ont plutôt vocation à être des fichiers administratifs, à faciliter notre vie administrative, mais ils ne sont pas pour autant si innocents que ça. Il faut aussi les avoir à l'œil. Je mettrai ici surtout l'accent, peut-être, parmi tous ceux que j'ai listés, sur le fichier TES, titre électronique sécurisé. Si vous avez une carte d'identité, si vous avez un passeport, j'imagine que vous avez au moins l'un des deux, vous êtes fiché dans le fichier TES, puisque le fichier TES regroupe l'intégralité des passeports et des cartes d'identité, avec à chaque fois la photographie et les empreintes digitales obligatoires pour le passeport, de manière facultative pour la carte d'identité, mais en tout cas une masse de données, puisque là on a plus de 65 millions d'individus qui y sont fichés dans le fichier TES, qui est pour l'instant un fichier dont l'usage est relativement restreint, mais vous allez le voir à travers les risques que je pointerai ensuite, que ce n'est pas parce qu'un fichier a un usage limité aujourd'hui qu'il sera toujours demain également limité. Alors, je précise évidemment, comme je vous le disais au début, que là, le petit recensement auquel je me suis livré pour vous présenter un peu cette diversité des fichiers n'est absolument pas exhaustif, hein. Il n'existe pas de décompte précis, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller sur le site du ministère de l'Intérieur ou le site du gouvernement pour trouver la liste précise. On a un rapport parlementaire de 2018 qui nous fait état d'une centaine de fichiers accessibles aux forces de l'ordre, sans réelle clarté. À mon avis, il en existe de mes recherches, plutôt 110, 115 utilisés par les forces de l'ordre, et peut-être des fichiers dont on n'a pas connaissance aussi, parce qu'ils ne seraient pas déclarés à la CNIL, ce qui serait complètement illégal, mais ce qui, au moins au niveau local, doit nécessairement exister. Alors, quelles sont les données que ces fichiers collectent? Beaucoup de données, c'est l'idée, hein, c'est donc plus d'une centaine de fichiers et beaucoup de données collectées. Alors, on trouve bien sûr les renseignements relatifs à l'état civil, c'est-à-dire votre nom, votre prénom, votre adresse, votre statut marital, si vous êtes marié, pacsé ou autre. On trouve aussi toutes les données biométriques, voire les données de santé, j'en parlais, les empreintes digitales, les données génétiques. Les informations sur le passé pénal et judiciaire, c'est peut-être celles qui sont évidemment les plus connues. Et les informations sur la vie sociale, familiale et les activités de l'individu. Alors là, c'est essentiellement le fichier PASP dont je vous parlais tout à l'heure, mais éventuellement les fichiers de renseignement aussi.
Ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'il n'y a pas un fichier qui renvoie un type de données, à l'exception des données génétiques et empreintes digitales dont je vous parlais, mais plutôt toutes les données sont mélangées dans les différents fichiers, ce qui peut évidemment poser question quand les rapprochements sont un peu étranges. Je vous donne un exemple pour qu'on ait quelque chose de concret. Il y a un fichier des hospitalisés d'office qui s'appelle HospiWeb, qui est le fichier des hospitalisés d'office donc, en hôpitaux psychiatriques, qui est un fichier donc, à vocation médicale, administrative avant tout. Et il y a un fichier des radicalisés du terrorisme, le FSPRT, qui est un des fichiers dont on n'a que le nom, un fichier de renseignement. A priori, ces deux fichiers n'ont rien à voir. L'un détient les données de santé, l'autre des données relatives au terrorisme. Eh bien, un décret en 2020 a permis l'interconnexion des deux fichiers, c'est-à-dire que les deux fichiers communiquent, HospiWeb et le FSPRT. Alors, dans l'idée, ça peut permettre de détecter si des radicalisés terroristes ont des problèmes psychiatriques, mais ça pose question quant à la psychiatrisation de la radicalisation et plus généralement de la dangerosité. Et ça vous montre une fois de plus que les types de données ne veulent rien dire sur le fichier qui est en cause. Alors, comment sont utilisés ces fichiers? C'est peut-être évidemment la question qu'on a immédiatement. Le point important à retenir là encore, c'est que comme il n'existe pas un fichier par type de données, il n'existe pas un usage par type de fichier. Et chaque fichier a plusieurs usages, notamment du fait des interconnexions, c'est-à-dire lorsque les fichiers communiquent entre eux, échangent des données de manière automatisée. Eh bien, tout ça fait qu'il n'y a pas un cas d'usage par fichier. Alors, j'ai essayé ici de dresser une petite liste qui n'est pas exhaustive, mais des cas d'usage des fichiers pour, là encore, essayer de rendre concret un objet qui apparaît assez abstrait. À quoi ça sert concrètement des fichiers? Alors, ça sert bien sûr dans les procédures judiciaires pour rechercher des auteurs d'infractions. Alors, je dis notamment les récidivistes parce que quand on prend les empreintes digitales, par exemple, d'une personne condamnée pour les mettre dans le fichier, c'est pour plus facilement détecter un éventuel repassage à l'acte, c'est-à-dire une éventuelle récidive. Plus généralement, pour faciliter les procédures judiciaires, sur le plan administratif, mais c'est aussi, et c'est peut-être l'angle le plus problématique, pour prévenir les infractions, ce qu'on appelle le maintien de l'ordre public. C'est pour ça, par exemple, que l'on va plus facilement ficher les personnes qui semblent présenter un risque d'atteindre à l'ordre public. Là, c'est clairement dans une dimension préventive. C'est une dimension préventive qui va très loin. Souvenez-vous, il y a quelques années, et encore récemment, des hommes politiques qui proposent, il y a même une proposition de loi devant l'Assemblée nationale, d'enfermer tous les fichiers S. Quand on dit enfermer tous les fichiers S, c'est clairement dans la volonté, évidemment, préventive avant l'attentat, et c'est ici très clairement lié aux fichiers. Bon, les fichiers, ils ont aussi une vocation administrative, je vous le disais, mais qui est toujours un peu dangereuse. Là aussi, on peut parler peut-être ici de France Connect. Vous avez pu vous apercevoir que si vous connectez sur le site des impôts ou sur le site de l'assurance maladie, vous pouvez vous connecter via France Connect et via d'autres services. Par exemple, vous connectez sur le site des impôts grâce à vos identifiants de l'assurance maladie. Bien ça, c'est grâce à France Connect, qui est un système d'interconnexion et qui, a priori, a vocation de rendre plus facile la vie administrative. Dernier point là-dessus, la difficulté, c'est aussi que ces fichiers, aujourd'hui, ils servent à réaliser ce qu'on appelle des enquêtes administratives. L'enquête administrative, c'est une enquête qu'on réalise sur les individus avant qu'ils prennent un emploi, une fonction particulière, dans le domaine de la sécurité, dans la fonction publique, mais pas seulement. Et ces enquêtes administratives, elles vont permettre de donner une validation ou pas à l'embauche. Et le plus souvent, elles sont aujourd'hui quasi exclusivement centrées sur la consultation des fichiers, ce qui évidemment peut poser problème, puisque vous êtes fiché, on va vous refuser un emploi parce que vous êtes fiché, ce qui, alors que vous n'avez pas été condamné, puisque je vous rappelle, certains des fichiers prennent en compte des personnes non condamnées, peut évidemment poser une question de présomption d'innocence, tout simplement, ou de respect de la vie privée. Alors, si je dresse un premier bilan, parce que je vois le temps qui file, et pour ici dresser aussi quelques pistes des risques, quels sont les risques véritablement que l'on a en matière de liberté fondamentale, puisque c'est évidemment mon point d'intérêt sur la réalité aujourd'hui, non pas les mythes, mais la réalité de ce que sont les fichiers de police et de justice. Alors, premier constat évident, vous l'avez compris, j'espère, au bout de mon petit exposé, les fichiers se multiplient. On en avait 50 rapports parlementaires, chiffre de rapports parlementaires, on en avait 50 en 2009, on en a 102 rapports parlementaires en 2019. Je vous dis aujourd'hui, à mon avis, on est plutôt autour de 110, 115, parce qu'il y a des oublis dans le rapport parlementaire, et les données sont de plus en plus nombreuses. Chiffre de la CNIL, 18,9 millions de fiches d'auteurs d'infractions, sans compter les victimes, dans le fichier tâche. Donc, on est sur quelque chose d'assez massif.
Deuxième risque, celui des interconnexions et des usages secondaires. En fait, pour moi, là, l'idée, c'est que souvent un fichier est créé avec une finalité donnée, un usage donné ou un type de personne ciblée. Et ensuite, une fois le fichier créé, on élargit peu à peu les données collectées ou les usages. Et ça, c'est très dangereux parce qu'en réalité, le débat démocratique, il a lieu lors de la création du fichier. On s'intéresse beaucoup moins aux évolutions qui sont sous forme de décrets ou d'arrêtés qui sont pris un peu rapidement. Et en réalité, c'est dans ces évolutions que peut se cacher le diable. Un exemple très simple et très rapide, le FNAEG, le fichier des empreintes génétiques, il est créé à la fin des années 90 uniquement pour les auteurs de crimes sexuels. Donc, on est sur une population très, très ciblée. Aujourd'hui, tous les auteurs, même simplement mis en cause, non condamnés de quasiment tous les délits et les crimes, sont fichés au FNAEG. Donc là, on a une évolution qui s'est faite en 10 ans, 15 ans, à la lumière de renforcements successifs. Le FNAEG, donc c'est aussi une question de biométrie, et ça, la biométrie, elle se développe avec l'idée d'une reconnaissance, soit par empreinte digitale, soit par reconnaissance faciale. Là, ce qui me paraît inquiétant, c'est ce développement corrélé au développement des caméras de surveillance qui vont faire que peut-être demain, c'est évidemment pas le cas aujourd'hui, mais peut-être demain, comme pour les plaques d'immatriculation sur les voitures, vous êtes reconnu en train de faire une infraction et vous recevez directement l'amende chez vous. C'est de la vidéo-verbalisation. Ça existe déjà avec des policiers qui font le PV. Pourquoi pas demain avec une interconnexion des fichiers? Ça me semble être une perspective problématique. L'idée, vous l'avez compris aussi, c'est que chacun est concerné par ces fichiers. Hein. C'est mon message peut-être essentiel. Pas seulement les criminels, pas seulement les personnes condamnées. J'ai mis criminels évidemment ici entre guillemets. Hein. Ne serait-ce que parce que les fichiers de police administrative et de renseignement tendent à se développer plus vite que les fichiers judiciaires qui, eux, sont mieux encadrés. Et donc avec une vraie question, notamment quant aux enquêtes administratives. La perspective évidemment globale ici, c'est qu'il faut sans doute faire attention à ce qui n'est pas une question technique. C'est-à-dire que les fichiers de police et de justice pourraient apparaître comme une question technique, une question qui concernerait finalement que les policiers dans leur pratique du quotidien, des enquêtes, dans leur efficacité. Ça ne l'est pas. Hein. Les fichiers de police sont une véritable question démocratique qu'il faut se poser tous ensemble. Quel degré de surveillance peut-on tolérer dans une démocratie? Quel degré de fichage peut-on tolérer dans une démocratie? Dans un régime libéral, c'est des questions qu'on doit se poser en prenant garde à l'effet cliquet, hein, qui est très connu dans ces matières sécuritaires, c'est-à-dire l'idée de dire qu'une fois qu'une chose est passée, même s'il y a des contestations, bien, on ne reviendra jamais en arrière. C'est l'exemple type de l'état d'urgence qui est passé dans le droit commun. C'est aussi l'exemple du FNAEG dont je vous parlais tout à l'heure. Dans la fin des années 90, les empreintes génétiques, on se dit, oula, attention, uniquement pour une population très précise. L'effet cliquet fait qu'aujourd'hui, plus personne ne s'émeut du fait que à n'importe quel crime ou délit, vous pouvez voir vos données génétiques fichées. Tout ça avec peu ou pas de contrôle réel, peu ou pas de contrôle démocratique, c'est surtout ici mon point, parce que la plupart des fichiers sont pris par texte réglementaire, par décret, par arrêté, et non pas par texte législatif, par loi, donc ne font pas l'objet d'un débat devant l'Assemblée nationale et le Sénat, ce qui est problématique, au moins en termes de visibilité et de caractère démocratique. Mais il y a d'autres types de contrôles qui sont, eux, liés à la CNIL, mais je ne m'avance pas plus pour laisser place à ma collègue juste après. Je vous remercie. J'espère avoir pu donner ces idées principales et je serai disponible pour toutes les questions ensuite. Merci beaucoup, Johan. Merci pour cette présentation. Je vous rappelle à toutes et à tous que vous avez la possibilité de poser vos questions par écrit sur le petit onglet en bas de votre écran et que nos invités de ce soir essaieront d'y répondre tant bien que mal tout à l'heure, une fois leur présentation terminée. Donc merci encore Johan. Je suis ravi de voir que le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur font de la concurrence au monde universitaire en termes de sigles et d'acronymes. C'est toujours un plaisir. Nous allons passer à la deuxième intervenante, Marion Degasquet. Marion Degasquet, alors, issue d'une formation juridique spécialisée notamment en droit pénal, Marion Degasquet occupe des fonctions de juriste au sein du service des affaires régaliennes et des collectivités territoriales, au sein de la direction de la conformité à la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté. Elle travaille plus spécifiquement sur le secteur police-défense. Marion, Johan le soulignait, il y a multiplication des fichiers. On se doute que depuis l'avènement de Windows 95 et l'abandon des dossiers papier, il est plus facile et même peut-être plus tentant de créer un fichier et de le partager. Comment fait-on pour réguler tout ça et peut-on le réguler?
Alors, merci beaucoup pour cette question. Donc, je vais vous partager, pour tenter d'y répondre, ma présentation. Hop. Voilà. Donc, avant peut-être d'évoquer plus particulièrement le contrôle de la CNIL, puisque c'est une de ses missions sur ce type de fichier, je vais revenir rapidement sur le contexte de création de la CNIL, parce que je pense qu'il est important, avant justement de se concentrer sur ces missions de contrôle qui sont doubles, un contrôle a priori et un contrôle a posteriori. Donc en 1973, donc c'est pas si vieux que ça, le ministère de l'Intérieur avait bâti un fichier, enfin en tout cas avait un projet de fichier informatisé, qui avait un assez évocateur qui s'appelait SARI. Alors c'est encore un acronyme, mais ce fichier n'a pas vu le jour, ce qui voulait dire système automatisé pour les fichiers administratifs et le répertoire des individus. Alors concrètement, c'était un système qui prévoyait de créer une base de données centralisée de la population en utilisant comme identifiant commun à tous les fichiers administratifs le numéro de sécurité sociale. Donc, évidemment, à l'époque, ce projet provoque un tollé général. Donc, Le Monde va jusqu'à titrer justement dans sa une Safari ou la chasse aux Français. Et donc, le Premier ministre de l'époque retire le projet. Et donc, sous cette joute un peu de l'opinion publique, il y a la création d'une commission qui va être chargée de proposer une réglementation sur l'utilisation des moyens informatiques, qui sont évidemment pas les mêmes qu'aujourd'hui, vous le soulignez. Et l'objet de ce texte consistait à mettre en place finalement un garde-fou contre les abus de l'informatique qui étaient à l'époque mal maîtrisés. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils sont bien maîtrisés aujourd'hui, mais en tout cas, c'était l'idée de cette loi à l'époque. Et la CNIL, quand elle a été créée à ce moment-là, était appelée à être justement ce garde-fou. Donc, cette loi informatique et liberté, qui date du 6 janvier 1978, a vu le jour, et donc elle concernait les données à caractère personnel. Et donc les fichiers régaliens qui viennent d'être présentés étaient pleinement concernés. Concrètement, le but de cette loi, c'était d'éviter un peu cette informatisation incontrôlée des administrations qui menacerait la vie privée et la liberté individuelle, et également rassurer l'opinion afin d'éviter un blocage finalement social du développement de l'informatique. Et donc, c'est pourquoi la loi informatique et liberté a vraiment été tournée vers l'individu en édictant en son article premier que l'informatique devait être au service de chaque citoyen. Donc, on a parfois tendance à l'oublier, mais c'est en tout cas un des principes fondateurs de la loi informatique et liberté. Donc aujourd'hui, la CNIL, elle a différentes missions, mais je vais surtout me concentrer sur ces missions de contrôle de ces fichiers. Donc au titre de ces missions, elle a une mission de conseil au pouvoir public qui s'exerce notamment au travers de différents avis qui sont rendus sur les projets de texte soumis par le gouvernement, donc notamment les projets de texte concernant des fichiers. C'est ce qu'on appelle le contrôle a priori, puisque c'est avant la mise en œuvre du traitement. Et la CNIL a aussi pour mission de contrôler la mise en œuvre de ces traitements. Et donc, c'est un volet qui est généralement plus connu, puisque c'est le côté gendarme des fichiers. Et donc là, on parle de contrôle a posteriori. Donc, sur le volet contrôle a priori, la CNIL, depuis sa création, a été appelée à se prononcer régulièrement sur la conformité à la loi de 78 des fichiers qui sont créés, que ce soit en matière de lutte contre le terrorisme, de sécurité intérieure et de manière plus large sur les fichiers de police et fichiers régaliens qui ont été présentés à l'instant. Donc, son action, il faut le rappeler, elle est quand même limitée à la question relative à la protection des données à caractère personnel. Donc, par exemple, elle ne va pas venir se prononcer sur l'opportunité d'une politique pénale menée par le gouvernement. Donc, en matière de fichiers régaliens, parce qu'avec la réglementation européenne, on a beaucoup entendu parler de la suppression des formalités. Cependant, en matière régalienne, les textes qui sont pris par le gouvernement en la matière doivent passer devant la CNIL pour que la CNIL rende son avis dès lors qu'un fichier est créé ou dès lors qu'un fichier est modifié.
Donc, l'avis de la CNIL, il a pour objectif d'éclairer le gouvernement, le Parlement ou toute autorité publique qui aurait saisi la CNIL, et il peut entraîner des modifications du texte pour tenir compte des observations qui ont été formulées dans son avis, mais l'auteur de la saisie n'est pas tenu de modifier son projet en ce sens. Et c'est un point qui est assez important, puisque cet avis ne constitue donc pas une validation ni un refus de la CNIL. Concrètement, on ne dit pas oui, on ne dit pas non, mais c'est vraiment un avis. Alors, ce n'est pas un avis qui est conforme, c'est-à-dire que ce n'est pas oui-non, mais il doit pouvoir éclairer, en tout cas, le gouvernement sur sa volonté de mettre en œuvre ou de modifier un fichier. Alors, autre petite précision, c'est que des modifications peuvent aussi être apportées pour tenir compte de l'examen du texte par le Conseil d'État, par exemple, ou par le Conseil constitutionnel. Et donc, pour cette raison, ça arrive parfois, le projet de texte sur lequel la CNIL s'est prononcée n'est pas tout à fait le même que celui qui est finalement, par exemple, déposé devant le Parlement ou qui a été publié. C'est un petit peu la nuance, c'est que comme il y a plusieurs organes qui passent sur ce texte, finalement, la version finale n'est pas toujours la même que la version d'origine. Donc concrètement, sur quel texte la CNIL avis, donc c'est les projets de texte qui concernent la création ou la modification des traitements de données à caractère personnel, donc la création d'un nouveau fichier, par exemple des nouvelles finalités d'un fichier, des nouvelles données qui seraient collectées. Typiquement, la totalité, alors je ne voudrais pas dire de bêtises sans avoir vérifié, mais la totalité des fichiers qui viennent d'être mentionnés dans la présentation précédente ont fait l'objet d'un avis de la CNIL, et dès lors qu'ils sont modifiés, ils doivent repasser devant la CNIL pour qu'elle puisse rendre son avis. Alors concrètement, il y a aussi une petite distinction à voir, c'est que la CNIL peut également être saisie de propositions ou de projets de loi, également des ordonnances. Et donc là, les enjeux sont un petit peu différents, puisque l'enjeu de l'avis de la CNIL sur ce point-là, en fait, c'est vraiment d'alimenter le débat parlementaire pour vraiment souligner des points de vigilance pour la discussion qui aura lieu à la suite de son avis, également d'informer le public, puisque pour permettre d'éclairer sur des différents enjeux CNIL, puisqu'on est vraiment sur un périmètre très spécifique parfois qui est juste un petit pendant du projet de loi, et éventuellement préparer des textes d'application qui interviendraient postérieurement à l'adoption de la loi. Donc, pour donner un ordre de grandeur, en 2021, la CNIL a rendu 121 avis sur des projets de texte qui, alors, n'ont pas forcément tous fait l'objet de publication, puisque l'avis de la CNIL est publié en même temps que le texte sur lequel elle se prononce. Donc, parfois, il peut y avoir plusieurs semaines, plusieurs mois qui peuvent séparer la délibération de la CNIL et la publication de son avis. Alors, il y a un cas encore plus particulier, c'est le cas des fichiers de renseignement, les fichiers secrets qui étaient mentionnés comme ça dans la présentation précédente, qui pour le coup, comme le texte qui encadre ce traitement n'est pas publié, la loi prévoit que l'avis de la CNIL n'est pas non plus publié. Et donc, c'est le seul cas de figure dans lequel il y aura uniquement le sens de l'avis de la CNIL qui sera publié. Donc, c'est favorable, favorable avec réserve ou défavorable, mais le contenu de la délibération n'est pas publié. Donc, on est sur effectivement cette liste des 17 fichiers dont fait partie, par exemple, le fichier de la DGSE, le fichier de Tracfin ou encore le FSPRT. Alors, pour rentrer un peu plus en profondeur dans le sujet, sur quoi porte concrètement l'avis de la CNIL? Donc, la CNIL, en fait, va finalement se prononcer au regard des grands principes informatique et liberté, donc les finalités, quelles sont les données collectées, combien de temps les données sont conservées, qui accède à ces données et les mesures de sécurité qui sont mises en œuvre. Donc concrètement, pour donner un exemple sur le principe de finalité, donc l'objectif du traitement, la loi informatique et liberté prévoit que les données sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes. Et donc, cela implique que la collecte de données n'est pas légale si elle ne répond pas à un objectif légitime et si les modalités de traitement des données ne sont pas strictement conformes à cet objectif. Donc, ça a été rappelé pour le FNAG tout à l'heure, mais c'est parfois le législateur lui-même qui étend les finalités de certains traitements.
Donc, on peut prendre un exemple d'un fichier alors qui est un peu ancien, qui s'appelle le fichier Edwige, qui à l'époque donc avait 3 finalités tout à fait distinctes, soit la surveillance des personnalités, le renseignement sur les groupes ou les individus menaçant l'ordre public et la facilitation des enquêtes administratives. Et donc, à la suite des demandes de la CNIL, via ces avis qui avaient été à l'époque relayés par l'opinion publique, le principe même de la mise en fiche des personnalités avait été abandonné, mais surtout 2 fichiers distincts avaient été finalement créés pour dissocier les traitements en fonction de leur finalité, puisqu'il avait été considéré qu'il y avait finalement un risque à faire au sein d'un même fichier un volet plus renseignement et un volet facilitation des enquêtes administratives. Et donc, ça a donné les fichiers PASP et JPASP qui ont été évoqués tout à l'heure pour le volet renseignement et un fichier spécifique pour les enquêtes administratives liées à la sécurité publique. Donc finalement, les finalités du traitement ou les objectifs poursuivis par le fichier vont ensuite être une sorte de fil conducteur pour l'appréciation de la CNIL de l'ensemble du dispositif, puisque notamment on pourra s'interroger sur le fait que les données sont conservées pour une durée nécessaire et proportionnée au regard de ces finalités, que les personnes qui accèdent au regard de leur mission à ces fichiers le sont pour un motif légitime au regard de l'objectif poursuivi par le fichier. Et lorsqu'elle examine une demande d'avis, la CNIL regarde également les différentes mesures, que ce soit techniques ou juridiques, qui sont mises en œuvre pour empêcher ou au moins limiter les risques de détournement de ces finalités. Donc, par exemple, ça peut passer par des mesures de traçabilité, un contrôle des accès, une bonne gestion des mots de passe, puisque alors c'est plus ça donne une bonne transition pour le contrôle a posteriori, mais voilà, le volet, on laisse un post-it sur l'ordinateur qui est partagé avec 10 collègues. Typiquement, là, il y a clairement un risque de détournement éventuel des finalités, et en tout cas un risque pour la sécurité du traitement. Donc concrètement, c'est le deuxième pouvoir en matière de contrôle de la CNIL, qui est le contrôle a posteriori, qui est en fait le pouvoir d'effectuer des contrôles auprès de l'ensemble des organismes qui traitent des données à caractère personnel, que ce soit des entreprises privées, des associations ou encore des organismes publics, et concrètement d'aller voir sur place, la plupart du temps, comment ça se passe. Alors, il faut savoir que c'est une compétence qui est relativement récente, puisqu'elle est apparue avec une loi qui date de 2004. Donc, c'est un peu moins récent que le contrôle a priori. C'est des missions et un formalisme qui est prévu par la loi, qui est très encadré. Par exemple, la loi prévoit qu'il n'est pas possible de s'opposer à un contrôle de la CNIL. Et par exemple aussi pour les fichiers régaliens, il y a des habilitations spécifiques qui sont délivrés aux agents qui réalisent ces contrôles dans cette sphère-là. Donc, la CNIL peut effectivement contrôler tout organisme, certes, mais s'agissant des fichiers de renseignement, encore une fois, il y a des exceptions. Donc, la loi prévoit que ces traitements peuvent ne pas être soumis au contrôle de la CNIL. Donc, c'est encore cette liste, cette fameuse liste des 17 fichiers secrets qui prévoit que certains ne sont pas soumis au contrôle de la CNIL. Alors, ce n'est pas tous, mais une grande partie. Alors, il faut nuancer dans le sens où la CNIL peut néanmoins voir entre guillemets, ces fichiers dans le cadre de l'exercice du droit d'accès indirect. C'est-à-dire que pour ces fichiers, les droits des personnes s'exercent de manière indirecte. Donc, c'est-à-dire que c'est la CNIL qui va désigner un de ses membres qui va aller vérifier et mener les investigations auprès des responsables de traitement de ces fichiers pour aller vérifier que les données concernant la personne sont traitées de manière conforme à la réglementation. Donc, de manière générale, la CNIL a souvent relevé le fait que l'impossibilité de réaliser des contrôles a posteriori sur certains de ces fichiers était quelque peu problématique, puisqu'elle a fait valoir qu'elle était tout à fait en mesure d'effectuer ces vérifications selon des modalités particulières, bien sûr, mais donc tout un pan des fichiers dans cette sphère régalienne, finalement, sort de son contrôle. Alors, sur les contrôles en eux-mêmes, comment la CNIL décide de faire un contrôle? Donc, il y a évidemment plusieurs possibilités, j'en évoquerai certaines. Notamment, chaque année, la CNIL décide de porter son attention sur des grandes thématiques qui sont identifiées. Et donc, elle dresse un programme annuel des contrôles qui est rendu public. Et donc, en 2017, par exemple, ce programme avait porté sur les fichiers de renseignement.
Une possibilité aussi de lancer un contrôle, c'est les plaintes qui sont déposées à la CNIL et qui permettent de mettre en lumière certaines éventuelles absences de conformité aux règles relatives à la protection des données et qui peuvent ensuite conduire à un contrôle de la CNIL. Donc concrètement, hein, sur la forme que peut prendre ce contrôle, donc il y a le contrôle sur place, hein, c'est vraiment l'idée qu'on s'en fait, mais il y a aussi d'autres types de contrôles qui sont, par exemple, une convocation qui est adressée aux responsables de traitement pour qu'il puisse y avoir une audition qui soit réalisée et qui puisse répondre à un certain nombre de questions. Il peut y avoir des contrôles en ligne qui sont réalisés hein, sur, par exemple, un site internet, que ce soit hein, d'une entreprise privée ou d'une administration, et également des contrôles sur pièces. Donc, la CNIL va demander la communication de certains éléments aux responsables de traitement. Donc, en chiffres, en 2021, la CNIL a réalisé, alors toutes modalités confondues, hein, mais elle a réalisé 384 contrôles. Et donc, ce chiffre hein, est évidemment en constante évolution depuis 2004. Alors concrètement, comment ça se passe, hein? C'est, la CNIL, donc quand elle se rend sur place, mais pas que, va pouvoir, interroger, les différentes personnes, présentes sur place, pouvoir accéder à tout document, et l'idée, c'est vraiment, pour la CNIL de comprendre le fonctionnement, de délimiter les différents champs d'activité, d'identifier les différents traitements, hein. Vous voyez, il y a une multiplication un petit peu des traitements qui sont mis en œuvre, des relations entre ces différents traitements. Donc l'idée d'abord, c'est vraiment de comprendre, le fonctionnement et ensuite, d'investiguer et de constater. Donc l'idée, c'est que voilà, la délégation de la CNIL peut demander communication de tout document qui serait nécessaire à l'accomplissement de sa mission, sans que, le secret professionnel ne puisse, lui être opposé. Donc pour ce faire, les agents de la CNIL peuvent s'entretenir avec tout personnel susceptible de détenir des informations utiles pour apprécier la conformité, de ces traitements. Donc, dans les problématiques un petit peu récurrentes hein, sur en tout cas la sphère plutôt régalienne, il y a souvent une problématique de mise à jour des données, d'un mauvais effacement des données qui sont conservées au-delà de la durée de conservation, des problèmes de sécurité ou éventuellement des problèmes d'accès. Donc, c'est-à-dire que des données sont communiquées à des personnes qui ne sont pas censées en avoir communication concrètement. Et donc, j'en finirai avec le dernier point qui est que se passe-t-il après? Donc, après un contrôle de la CNIL, alors il y a plusieurs options, hein, mais dans l'hypothèse où il y a des manquements qui sont suffisamment importants, hein, qui ont été constatés, il peut y avoir finalement une sanction qui est prononcée par la CNIL. Et donc, ça a été le cas en 2021, en tout cas, hein, dans cette sphère, encore une fois, hein, puisqu'on se concentre là-dessus, police, renseignements, etc. Il y a eu 2 sanctions publiques qui ont été prononcées à l'encontre du ministère de l'Intérieur. Donc une sur l'utilisation illicite de drones équipés de caméras pour surveiller le respect du confinement et une sur la mauvaise gestion du fichier automatisé des empreintes digitales, le FAED, donc qui était évoqué dans l'intervention précédente. Et donc peut-être sur ce point-là, hein, pour préciser un petit peu et pour faire écho hein, aux risques qui étaient évoqués précédemment, les manquements qui avaient été relevés par la CNIL portaient notamment sur le fait que des données qui n'étaient pas prévues par les textes étaient collectées, que des données étaient conservées pour une durée qui était plus longue que celle prévue par les textes, qu'il y avait des données relatives à des personnes qui ne devaient pas y figurer, qui y étaient toujours enregistrées, et qu'il n'y avait aucune information qui était délivrée aux personnes concernées dont les empreintes étaient enregistrées. Donc c'est pourquoi la formation restreinte de la CNIL a rappelé à l'ordre le ministère de l'Intérieur en lui enjoignant de prendre des mesures nécessaires à la mise en conformité de ce fichier. Et donc peut-être pour conclure très rapidement, donc c'est dans ce contexte un peu, hein, alors très général que la CNIL opère ses missions de contrôle. Alors un contrôle qui est réalisé, hein, dans son périmètre et au regard de ses moyens, hein, puisque rappelez tout à l'heure, il y a environ une centaine de fichiers donc, qui passent dans la moulinette du contrôle a priori et du contrôle a posteriori. Et donc, le rôle finalement de la CNIL hein, sur ces fichiers, c'est d'assurer finalement un équilibre entre la protection des citoyens et la nécessaire efficacité de l'action des forces de l'ordre dans le respect des principes fondamentaux. Et bien sûr, n'hésitez pas si vous avez des questions. J'ai conscience que les présentations sont assez denses et assez courtes, donc n'hésitez pas si vous avez des interrogations. Merci beaucoup. Merci beaucoup Marion.
Donc, je vais rebondir sur ce que tu dis, hein. N'hésitez pas à poser vos questions. Nous avons toujours ce petit onglet en bas de votre écran qui vous permet de poser vos questions auxquelles les personnes qui sont avec nous ce soir pourront répondre à la fin de leur présentation. Merci encore, Marion. Nous allons continuer avec la présentation d'Anthony Amissel. Anthony Amissel, qui est maître de conférence en sciences politiques à Sciences Po Bordeaux, professeur associé à l'Université de Montréal. Il est également chercheur au Centre Émile Durkheim et rédacteur en chef de la revue académique Champ Pénal. Ses travaux portent sur les enjeux internationaux de surveillance et de sécurité, et en particulier sur la fabrique des politiques contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Anthony, nous avons vu au travers des 2 précédentes présentations, et notamment celle de Marion, qu'il y a un équilibre à trouver justement, hein, entre la protection du citoyen et la nécessité d'avoir ce genre de fichier pour un État, par exemple. L'impression qu'il en ressort, hein, c'est qu'il y a du travail, les choses sont pas simples, cet équilibre peut-être pas facile à trouver, mais comment se passent les choses lorsqu'on va prendre un petit peu de recul et qu'on va regarder à l'international? Parce qu'a priori, peut-être que la façon d'aborder les choses de la CNIL n'est peut-être pas la manière dont Vladimir Poutine va aborder les choses pour ses propres fichiers de renseignement. Merci Alexandre pour cette question. Bonsoir à toutes et à tous. Alors effectivement, l'idée avec cette dernière présentation dans la continuité de ce qui a été évoqué, c'est de changer en partie d'échelle et en partie d'acteur. Alors je ne sais pas si je vais directement évoquer la Russie, mais ça viendra, j'imagine, dans les questions. Là, l'objectif, si vous voulez, c'est de prendre 1 ou 2 cas d'études et de revenir sur des politiques de sécurité contemporaines de nature et d'échelle internationale qui, de plus en plus, impliquent des grands opérateurs privés, en partenariat avec les acteurs qui étaient évoqués précédemment, et généralement des grands acteurs du capitalisme contemporain. On peut penser aux compagnies aériennes, on peut penser aux banques, et on peut penser également aux plateformes de réseaux sociaux. Alors, je vais effectivement revenir sur un point précis, ce qu'on appelle effectivement les politiques internationales de lutte contre l'argent sale, et de voir effectivement dans ce cadre précis comment les questions de surveillance se posent et les questions effectivement de collecte de données à caractère personnel et les problématiques que cela peut poser d'un point de vue de liberté ou autre. Donc, au-delà de la question qui m'a été posée par Alexandre, je pourrais aussi rebondir sur celle qui a été posée à Johan en tout début. Sommes-nous tous, êtes-vous tous sous surveillance? Dans le cas que je vais évoquer, la réponse est oui si vous avez un compte bancaire. Et donc, on va pouvoir y revenir. Et encore une fois, dans une politique au nom de la lutte contre la criminalité. On va voir différentes formes de criminalité. Donc, comme je l'ai évoqué, je vais revenir sur 2 cas précis assez complémentaires de surveillance financière. Le premier cas que je souhaite évoquer avec vous, c'est ce qu'on appelle communément la lutte contre l'argent sale, qui a été mise en place il y a une trentaine d'années et qui renvoie à des enjeux de surveillance, de dénonciation et effectivement de mise en base de données d'un certain nombre d'acteurs et de certains d'entre nous directement. Alors, peut-être un petit point de contexte. Qu'est-ce que cette lutte contre l'argent sale? À quoi elle renvoie et sur qui repose-t-elle? Alors, elle est souvent résumée à un slogan que là, j'ai mis en anglais parce qu'il a été évoqué comme ça, « Follow the money », suivre l'argent. Et c'est vraiment le slogan et la raison d'être même de ces politiques. Principalement basée sur la lutte contre le blanchiment d'argent, puis un peu plus tard, à partir de la fin des années 90 et du début des années 2000, surtout la lutte contre le financement du terrorisme. Alors, quand je parle et quand on parle de lutte contre l'argent sale, on parle concrètement de la principale politique internationale contre la criminalité. Comment elle se matérialise? Ça renvoie à des normes internationales qui ont été mises en place à partir de 1989. Donc, vous voyez qu'il y a une certaine historicité. Ça fait plus de 30 ans désormais. Au tout début, c'était uniquement sur ce qu'on appelle l'argent de la drogue, donc le blanchiment d'argent du trafic de stupéfiants. Donc, concrètement, si vous aviez généré des profits, de l'argent à partir de la vente illégale de trafic de drogue, et que vous aviez essayé de déguiser l'origine illégale de ces fonds, vous aviez pratiqué le blanchiment d'argent et vous pouviez, dans ce cadre précis, être poursuivi et condamné pénalement à des peines de prison.
Vous avez des exemples récents, non pas pour blanchiment d'argent, de la drogue, mais d'autres types de crimes associés au blanchiment d'argent. Je pense au blanchiment d'argent de fraude fiscale, par exemple, où des acteurs, y compris des acteurs en col blanc, parce que ça a été évoqué, ont été condamnés en France au cours des dernières années. Alors, petit à petit, cette politique s'est élargie. On est passé uniquement de la focale sur le blanchiment d'argent, du trafic de stupéfiants, à l'argent associé à n'importe quel type de crime. Donc, à partir du moment où un crime génère de l'argent illicite, vous pouvez être poursuivi, surveillé pour des fins de blanchiment d'argent. Et évidemment, si l'origine de vos fonds ou la destination de vos fonds est mobilisée à des fins de financement d'un groupe considéré comme terroriste, vous pouvez également, évidemment, être associé à des poursuites. Alors, sur quoi repose cette politique internationale qui, encore une fois, est actuellement mise en œuvre dans 202 pays et territoires? Je vous rappelle qu'il y a moins de 202 pays et territoires qui sont membres des Nations Unies. Donc, ça vous montre quand même l'ampleur internationale de cette politique et de sa mise en œuvre, certes différenciée d'un pays à l'autre, mais quand même qui est officiellement la politique globale, encore une fois, contre la criminalité. Et j'ai évoqué le trafic de stupéfiants, mais vous pouvez penser à la fraude fiscale, à la corruption, aux enjeux environnementaux, aux crimes organisés, etc., etc. Donc, l'ensemble de ces crimes renvoie à cette politique particulière qui est basée sur des dynamiques de surveillance et de bases de données à l'échelle internationale. Donc, c'est mon deuxième point ici. Cette politique, concrètement, au quotidien, elle repose sur une chaîne de sécurité qui était à l'époque assez inédite, qui regroupe à la fois des acteurs économiques et financiers que vous connaissez bien, notamment les banques, mais pas seulement. On peut penser à certains professionnels du droit comme les avocats, on peut penser aux notaires, on peut penser aux casinos, on peut penser aux agents immobiliers, aux négociants en métaux précieux et diamants, etc., etc., aux assurances. Donc un ensemble d'acteurs économiques qui concrètement ont l'obligation d'identifier leurs clients, de vérifier cette identité, de surveiller l'ensemble de leurs transactions financières et de détecter les transactions potentiellement suspectes d'être associées à du blanchiment d'argent, donc d'être associées à de l'argent du crime, ou au financement du terrorisme. Et avec l'obligation, in fine, pour ces acteurs économiques, de dénoncer, ou de signaler plutôt, plus précisément, ces transactions suspectes, ces activités financières suspectes, à des autorités étatiques. Concrètement, en France, l'autorité étatique pour cela, c'est ce qu'on appelle les cellules de renseignement financier. En France, c'est Tracfin. Vous avez certainement entendu parler de Tracfin, qui est un service de renseignement et qui a pour raison d'être première de recevoir les signalements des banques, de les analyser, de les transformer en renseignements et ensuite de les diffuser à différents partenaires, de la police à la justice, en passant par les services de renseignement intérieurs et extérieurs dans le cadre de leur mission. Donc vous avez une chaîne qui va concrètement des banques, des institutions financières qui surveillent, détectent et dénoncent, à la cellule de renseignement financier type Tracfin en France qui analyse ces signalements, et ensuite la police, la justice ou d'autres services, l'administration fiscale, les services de renseignement, qui ont pour but d'intervenir sur un certain nombre d'acteurs criminels ou terroristes. Alors, pour vous donner également un ordre d'idée, le principal type de signalement qui est associé à cette politique, c'est ce qu'on appelle, en français en tout cas, les déclarations de soupçon. Donc concrètement, ça va être des signalements, des dénonciations faites aux cellules de renseignement financier basées sur le soupçon. Donc, si votre activité, votre comportement financier, vos transactions sont considérées comme suspectes pour différentes raisons, et on pourra y revenir peut-être dans la discussion, la banque a l'obligation légale, sous peine de poursuite, de signaler ces transactions financières. Et ces transactions sont conservées dans une base de données créée à cette fin par Tracfin en France et par des équivalents, des homologues dans d'autres pays, dans, encore une fois, plus de 200 pays et territoires à travers le monde. En France, par exemple, les déclarations de soupçon, je vous donne les derniers chiffres connus qui datent de 2021, c'est 115 601 déclarations de soupçon pour l'année 2020. Je vous donne un autre ordre d'idée. Pour un pays sur lequel j'ai beaucoup travaillé, le Canada, c'est un peu plus de 400 000 déclarations par an. Ça va être un peu plus de 500 000 aux États-Unis ou encore une fois au Royaume-Uni. Vous avez aussi des déclarations qui vont être des signalements basés sur des seuils. Donc, par exemple, une transaction de plus de 10 000 $ en dépôt d'argent liquide ou alors une transaction électronique financière, un virement international, va être automatiquement envoyé aux autorités. Ce qui représente, alors en France c'est un tout petit peu différent, mais ça représente presque 4 millions de signalements supplémentaires par an. Et au Canada, pour reprendre cet exemple-là, c'est à peu près 25 millions de signalements qui sont envoyés dans ce cadre de seuil.
plus de 10 000 $ automatiquement envoyés au service de renseignement. Et en général, la législation peut varier d'un État à l'autre, mais ces autorités, ces services de renseignement peuvent conserver jusqu'à 10 ans ces signalements. Donc, vous multipliez au Canada 25 millions par an fois 10 ans, vous avez des bases de données constituées de signalements, de déclarations diverses et variées sur des transactions financières qui vont jusqu'à 250 millions de transactions avec une centaine de lignes par dénonciation. Donc, vous avez 2 milliards de lignes associées à ces bases de données avec des données personnelles concernant ces clients bancaires. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire un tout petit peu plus sur ces enjeux de surveillance et d'énonciation dans ce premier cas d'étude que j'évoquais? D'abord, en termes de surveillance. Donc oui, surveillance automatisée, surveillance généralisée. Concrètement, la manière dont cela a commencé dans les années 90, c'était surtout de la surveillance au guichet. Donc concrètement, vous alliez physiquement dans votre banque et les agents au guichet et autres pouvaient surveiller votre comportement, vos transactions et éventuellement les signaler en interne et ensuite avoir des dénonciations, des déclarations de soupçons. De plus en plus, ce qui a été mis en œuvre, évidemment, à l'ère du numérique et du big data, ce sont des algorithmes de surveillance automatisés qui vont surveiller non pas simplement les quelques clients encore qui se présentent physiquement dans les succursales, mais l'ensemble des clients et de leurs transactions. Donc, si vous êtes dans une banque qui a 10 millions de clients, les 10 millions de clients, l'ensemble de leurs transactions sont mises en surveillance au quotidien et des alertes automatiques sont générées sur la base de scénarios prédéfinis, des scénarios d'anormalité. Si vous faites ça ou ça en envoyant de l'argent dans tel pays où vous avez tel comportement financier, une alerte va être générée. Cette alerte va être investiguée par des analystes qui sont payés à plein temps par la banque pour ce faire, et éventuellement, ça va envoyer à des signalements, à des déclarations de soupçons telles que je l'évoquais. Pour vous donner un ordre d'idée, une grande banque internationale dans différents pays reçoit à peu près 4 millions de signalements, 2 millions d'alertes par an, et dans ces 4 millions, va faire à peu près 2000 signalements au service de renseignement. Et vous les multipliez par le nombre de banques et d'acteurs qui sont concernés par ça. Alors, qu'est-ce que ça pose en termes d'enjeux ? Alors, le premier enjeu, c'est évidemment un enjeu en termes de protection des données à caractère personnel, de vie privée. La question est de savoir si, effectivement, ces dénonciateurs, ces acteurs bancaires, notamment et économiques, qui ont l'obligation de faire ces signalements, signalent ce qui doit être signalé, notamment vis-à-vis des données personnelles. Vous avez eu des cas, notamment au Royaume-Uni, où le service de renseignement a été obligé par l'autorité de protection des données à supprimer près d'un quart de ces signalements qui n'étaient considérés comme non conformes dans le cadre de la législation contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. L'autre gros point qui ressort de ces politiques en général, c'est l'idée de dire si vous n'avez rien à cacher, vous n'avez rien à craindre. Vous avez été signalé, donc c'est sur la base d'un soupçon. Donc il y a effectivement, comme l'a dit Johan, nul besoin d'être condamné et d'être considéré comme criminel pénalement pour être signalé à ces services. C'est uniquement sur la base d'un soupçon. Donc il y a l'idée d'au pire, vos informations vont dormir dans la base de données du service de renseignement. C'est en grande partie vrai. Il y a assez peu de cas d'erreurs manifestes dans les usages de ces informations-là. En revanche, ce qui ressort beaucoup, ce sont des cas d'exclusion financière, notamment en Amérique du Nord. Si, par exemple, votre banque vous signale comme client suspect, très souvent, elle va arrêter ce qu'on appelle la relation d'affaires, donc elle va littéralement vous exclure de la banque. Donc, vous avez certaines catégories de population ou certaines catégories de clients qui se retrouvent concrètement sans possibilité d'ouvrir de compte. Et vous pouvez imaginer les conséquences au quotidien de ne pas avoir de compte bancaire vis-à-vis de votre emploi ou d'autres différentes activités. Donc, il y a aussi ces enjeux de discrimination qui peuvent être associés, non pas directement à la base de données constituée de ces dénonciations, mais effectivement des pratiques de surveillance qui y sont associées. Alors, rapidement, dans les quelques minutes qui me restent, le deuxième cas qui a encore une dynamique internationale beaucoup plus forte, ce qui est appelé le programme américain de traque du financement du terrorisme. Alors, juste après les attentats, et vous avez le texte officiel, juste après les attentats du 11 septembre 2001, l'administration américaine a mis en place ce qui est effectivement appelé un programme de traque du financement du terrorisme pour lutter contre différentes organisations terroristes et d'abord, à cette époque-là, contre Al-Qaïda, puis ça s'est élargi à d'autres organisations d'ampleur internationale. Alors, comment cela fonctionne ? Le premier point, c'est que ça renvoie aussi à un grand opérateur économique systémique du monde financier, c'est SWIFT. Vous en avez certainement entendu parler dans le cadre du conflit actuel russo-ukrainien. On a beaucoup parlé des sanctions économiques contre la Russie et notamment le fait d'exclure notamment certaines banques russes du réseau SWIFT. Pour le dire très simplement, sans aucun jargon, SWIFT, vous pouvez utiliser la métaphore de la poste. Concrètement, SWIFT, c'est le facteur des banques.
Si vous voulez faire un virement international d'une banque à une autre, d'un pays à un autre, le message financier pour que votre virement soit fait, ça passe par le réseau SWIFT. Donc SWIFT est littéralement le facteur des banques pour que l'argent puisse circuler. Vous voyez, là aussi, une certaine historicité, ça a été créé en 1973 et c'est la plateforme de communication principale des banques à travers le monde. Les chiffres les plus récents, avril 2022, pour une seule journée, vous avez eu un peu plus de 46 millions de transactions faites par SWIFT, donc de virements entre banques. Ça représente 80% des transactions financières internationales. Donc concrètement, demain, vous débranchez SWIFT, le système financier et le système bancaire s'écroulent. Ils fonctionnent dans les cadres des virements et de circulation de l'argent à travers ce réseau particulier. C'est évidemment ce qui a intéressé des acteurs de la sécurité, des acteurs politiques, au nom de la lutte contre le terrorisme. Donc là, vous avez une phrase, mon point n'est pas de savoir si elle a été prononcée ou si elle est apocryphe, mais elle démontre bien en tout cas la base de cette politique. Cette phrase, je veux vous donner, est associée principalement à un acteur américain de l'administration américaine, du Trésor américain, qui aurait prononcé cette phrase devant le PDG de SWIFT, en disant « Nous voulons vos données pour lutter contre le terrorisme en suivant la trace financière ». Alors, ce n'est pas une nouveauté, ils avaient déjà essayé avant, mais effectivement, ça a été mis en place après le 11 septembre 2000. Alors, quelle est la logique pratique? La logique, vous avez 3 éléments. Premièrement, c'est les fameux 46 millions de messages de transactions financières par jour. Ce qu'ont fait les autorités américaines, c'est d'accéder à l'ensemble de ces messages. Donc, de demander à SWIFT, à cette entreprise, à cette coopérative économique, d'envoyer l'ensemble de leurs messages financiers dans une base de données américaine de renseignement qui peut être mobilisée par des analystes à des fins officiellement de lutte contre le terrorisme. Donc, vous avez clairement ce détournement d'usage de données qui était à finalité commerciale et qui se retrouve mobilisé dans une base de données fédérale à des fins de lutte contre le terrorisme. Concrètement, ça concerne l'ensemble des transactions financières à travers le monde. Donc, il ne faut pas du tout que ça concerne les États-Unis. Vous pouvez avoir une transaction, un virement international entre la France et la Belgique, ça peut être dans la base de données du Trésor américain. Alors, comment c'est utilisé? Puis j'en viens aux enjeux en concluant en 1 minute. Ça renvoie toujours à ce triptyque officiel. C'est-à-dire pourquoi finalement avoir accès à ces masses de données, donc des centaines et des centaines de millions de transactions financières internationales donc à travers le monde, pour 2 raisons principales. Premièrement, ça renvoie à ce qui est appelé le couple identification et localisation. C'est-à-dire, par exemple, si vous retirez de l'argent, vous faites un virement à un endroit dans le monde, potentiellement, c'est l'idée, en suivant la trace financière ou numérique de votre transaction, on va retrouver votre trace physique. On va pouvoir vous localiser précisément, d'où l'intérêt dans une politique de lutte contre le terrorisme, c'est ce qui est vraiment mis en avant. En suivant la trace financière, on peut retrouver la trace physique des personnes suspectes de terrorisme. Et le deuxième point qui est évoqué, c'est de cartographier les réseaux terroristes, de voir concrètement si vous avez une relation financière, un virement avec une autre personne, vous pouvez devenir suspect par association de terrorisme si cette première personne est fichée pour terrorisme, notamment aux États-Unis. Et ce qu'ils font aux États-Unis, et puis ça renvoie aussi aux révélations d'Edward Snowden, c'est qu'ils vont, dans le cadre de ce programme, à 3 degrés de relation. Donc, si vous prenez l'exemple de Snowden, imaginez, vous avez 100 amis sur Facebook. On va regarder vos amis, les amis de vos amis et les amis de vos amis de vos amis. Donc, concrètement, pour 100 amis, on peut mettre sous surveillance un peu plus de 2 500 000 personnes. C'est la même chose dans le cadre de cette base de données, de ces transactions financières. Alors, pour conclure, quels enjeux ça pose cette constitution de grandes masses de données à des fins de lutte contre le terrorisme? Un premier point peut-être de relations internationales, c'est que ça pose la question de la domination informationnelle. Comment un État, dans ce cas précis les États-Unis, peuvent accéder sans aucun accord diplomatique et sans accord avec un autre État à l'ensemble des transactions financières internationales de citoyens qui ne sont pas du tout sur leur territoire. Donc, il y a aussi cet enjeu, évidemment, classique de renseignement et d'espionnage, mais qui est là poussé vraiment à son paroxysme. Le deuxième point, ce sont évidemment des enjeux de vie privée et de protection des données à caractère personnel. Ce programme a été secret jusqu'en 2006, avant d'être révélé par la presse américaine, notamment le New York Times et le New York Post. Et à ce moment-là, effectivement, il y a eu des cris d'orfraie, notamment au Parlement européen, en disant que c'était effectivement un scandale qu'un partenaire dans la lutte antiterroriste comme les États-Unis
accédait sans le justifier officiellement et sans le dire officiellement aux données personnelles, aux transactions de citoyens européens et de citoyens à travers le monde. Donc, il y avait un enjeu fort de ce point de vue-là. L'autre enjeu qui a été posé, c'est que concrètement, en constituant ces bases de données et en accédant à ces transactions financières internationales, il y avait potentiellement aussi des enjeux d'espionnage économique et industriel, la capacité pour l'administration américaine de voir s'il pouvait y avoir des transactions entre des grandes entreprises européennes et des entreprises asiatiques, par exemple. Donc, vous voyez comment ces partenariats publics-privés, économique, sécurité, dans le cadre de politiques antiterroristes ou de lutte contre la criminalité, suscitent également des enjeux, oui, certes, en termes de vie privée, mais aussi des problématiques connexes, internationales et aussi d'espionnage économique et industriel. Et je m'arrêterai là, merci. Merci beaucoup, Anthony. Je rappelle à nos spectateurs que vous pouvez poser vos questions sur l'onglet qui est juste en dessous de votre écran. Nous en avons quelques-unes. Je vais peut-être commencer par une question à Anthony, qui était un peu plus pressé. Anthony, tu parlais justement de cette question des données et des États-Unis qui s'étaient fait flasher récemment, justement, alors notamment par le Parlement européen. Est-ce que l'idée d'une CNIL mondiale sous l'égide de l'ONU, ou imaginons ne serait-ce qu'à un premier niveau, au niveau de l'Europe, est d'actualité dans les débats? Est-ce que c'est quelque chose qui se discute? Alors, je pense que je pourrais être complété utilement par Marion, mais effectivement, notamment dans le cas que j'ai évoqué, ce scandale à l'époque du programme de traque du financement du terrorisme, de surveillance internationale américain, quand il avait éclaté en Europe, effectivement, il y a l'autorité européenne de protection des données, donc le contrôleur européen, et aussi le groupe de l'article 29, donc c'est les différentes CNIL d'Europe qui peuvent s'accorder ensemble et qui, pour le coup, avaient mené des investigations à l'échelle européenne, avec une série de recommandations, de conseils portés ensuite par le Parlement européen dans le cadre d'un accord qui avait été trouvé entre, cette fois-ci non plus l'administration Bush junior, mais l'administration Obama et les institutions européennes. Donc il y a déjà, au moins à l'échelle européenne, effectivement, des acteurs compétents et reconnus qui interviennent sur ces dossiers à dimension supranationale. Très bien. Merci beaucoup. Cela va être l'occasion justement de redonner la parole à Marion de Gasquet. Alors j'en profite, Marion, parce que nous avons une question de Thomas Mogard qui va peut-être rejoindre cette thématique-là, puisqu'il nous demande quel est le rôle de la CNIL dans la gestion des fichiers Europol. Alors, merci beaucoup pour cette question. Peut-être juste pour rebondir sur la question précédente, effectivement, je rejoins tout à fait ce que disait Anthony, et peut-être pour accentuer encore, c'est que effectivement le Comité européen de la protection des données, le DPB, sous son sigle anglais, a des pouvoirs propres qui sont prévus par les textes, mais il faut aussi souligner qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites en matière de coopération, c'est-à-dire que vous avez différents mécanismes où tel pays de l'Union européenne va être compétent concernant tel acteur parce qu'il est basé à tel endroit, mais il va pouvoir appeler en renfort, entre guillemets, un autre pays de l'Union européenne pour pouvoir mener différentes actions de contrôle, par exemple, ou différentes actions de manière générale. Donc, il y a vraiment, effectivement, même si le comité européen et donc cette réunion de toutes les CNIL européennes, il y a vraiment en tout cas des pouvoirs et des moyens d'action qui sont mis en œuvre au niveau européen. Et donc, pour répondre à la question sur les fichiers Europol, alors il y a une distinction à faire puisque du coup, au niveau Europol européen, entre guillemets, c'est le contrôleur européen qui a compétence pour contrôler les traitements qui sont mis en œuvre par Europol. Après, il y a des unités nationales qui sont mises en œuvre dans chaque pays. Donc là, la CNIL a compétence pour contrôler notamment l'unité nationale Europol qui est mise en œuvre au niveau national français, et également pour coordonner, et ça illustre aussi cette idée de coopération, pour coordonner le tout, il y a une instance, une autorité de contrôle commune, enfin, c'est un groupe de supervision concrètement qui réunit également toutes les CNIL européennes et le contrôleur européen à la protection des données, justement pour permettre d'avoir finalement une harmonisation
au niveau des pratiques qui sont mises en œuvre dans les différents pays de l'Union pour pouvoir justement harmoniser, publier certaines directives, certaines lignes directrices et pouvoir se coordonner notamment sur les différentes thématiques de contrôle ou les différents points d'intérêt qui pourraient être mis en avant dans ce cadre-là. Merci beaucoup pour ta réponse, Marion. Nous avions une question pour Johan. Une question qui était, pardon, excusez-moi, une question posée par Salomé Lanier. Johan, Salomé demandait dans quelle mesure la CEDH participe à l'encadrement des fichiers. De ce que j'avais pu voir, les critères de conformité sont de plus en plus précis. Oui, alors merci beaucoup pour cette question. Alors effectivement, donc la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, rend régulièrement des décisions en matière de données personnelles et de fichiers de police, même plus généralement de renseignement et de pouvoir des autorités de renseignement et des services de renseignement en Europe, dans les pays adhérents à la Convention européenne. Et donc, dans ces arrêts, dans ces décisions rendues par la Cour européenne, elle est quand même relativement stricte, relativement sévère, et la France a été condamnée plusieurs fois, notamment pour le FNAEG, donc le fameux fichier des empreintes génétiques, puisqu'en fait, ce que vérifie la Cour européenne des droits de l'homme à chaque fois, ces critères, entre guillemets, c'est surtout de savoir déjà s'il y a un texte, ça c'est son premier critère, c'est-à-dire que si le régime du fichier, le régime juridique du fichier est clair, et ça, parfois, ça fait défaut, selon les pays. Ensuite, elle va vérifier que donc cet encadrement légal d'abord, si vous voulez, et ensuite, elle va vérifier que le régime tel qu'il est prévu, c'est-à-dire le nombre de données connectées, leur usage qui est fait, les recours qu'ont éventuellement les personnes, est-ce que tout ça est proportionné par rapport au but poursuivi, donc qui peut être par exemple de lutter contre la criminalité ou autre. Et la France s'est fait condamner notamment par exemple pour le FNAEG parce que le FNAEG prévoyait des durées de conservation très longues, quelles que soient, donc les empreintes génétiques, quelle que soit l'infraction. Et ça, la Cour européenne des droits de l'homme a dit que c'était pas proportionné, qu'il fallait les différencier. Le Conseil constitutionnel avait dit la même chose, la Cour de cassation avait dit la même chose. Et le texte qui a permis cette modification n'est intervenu que bien plus tard, puisque de mémoire, on a été condamné par la Cour européenne des droits de l'homme en 2013, et la modification a eu lieu l'an dernier. Donc, il y a des délais qui sont très longs. Donc, la Cour européenne des droits de l'homme, elle fait évoluer les choses dans le bon sens. Notamment, il y a beaucoup d'arrêts aussi contre le Royaume-Uni, parce que le Royaume-Uni avait un fichage génétique assez généralisé et de manière un peu indifférenciée pendant de très longues périodes. Et la Cour européenne des droits de l'homme est intervenue sur ces questions-là en disant non, ça c'est pas possible, ça c'est pas proportionné, il faut faire quelque chose de plus restreint. Donc ça va dans le bon sens, l'influence de la Cour européenne des droits de l'homme là-dessus, en parallèle de l'influence d'ailleurs de la CNIL ou de son équivalent européen. Mais la CEDH n'a pas de pouvoir de contrainte sur les États. Donc quand la France ne fait rien pendant 10 ans sur le FNAEG, il ne se passe rien. Donc, il me semble que les critères de la Cour européenne des droits de l'homme sont relativement clairs. Effectivement, je rejoins la question, mais ça n'en fait pas pour autant un excellent outil de protection parce que pas d'effet coercitif. Merci beaucoup pour cette réponse. Nous avions une question qui pourrait être posée alors, à celui qui souhaite y répondre. Est-ce que des fichiers ont déjà été hackés ou auraient été détournés par le passé? Et si oui, quelles ont été les conséquences? Alors, je dis un mot et peut-être que Marion, après, ce sera la plus placée, la mieux placée à la CNIL, mais alors, un fichier étatique, puisqu'il y a eu des hacks de piratage de fichiers non étatiques, ça c'est régulier, de type Doctolib ou autres qui sécurisent mal leurs données, qui se font récupérer leurs données, qui circulent ensuite dans la nature. Ça arrive régulièrement, malheureusement, c'est un défaut de protection. Et d'ailleurs, il y a des règles qui font qu'ils sont obligés, ces acteurs-là sont obligés de déclarer le fait qu'ils ont été hackés, etc. Donc, il y a un certain nombre de règles qui encadrent ça. Sur les fichiers étatiques, à ma connaissance, il n'y a pas eu de hack général d'un
fichier. Par contre, il y a régulièrement des mésusages, c'est-à-dire qu'il y a des mauvaises utilisations du fichier. Alors, ce qui est typique de la mauvaise utilisation, c'est le policier ou le gendarme qui va pour un ami ou voire contre rémunération, qui va fournir des renseignements issus du fichier à une tierce personne qui n'en aurait pas du tout le besoin, qui n'en a pas la connaissance, qui ne devrait pas en avoir la connaissance. Ça, pour le coup, il y a régulièrement des poursuites disciplinaires et des poursuites pénales même, parce que c'est un délit. Il y a des poursuites pénales qui sont inventées contre ces personnes-là. Et donc, dans ce cadre-là, des données peuvent se retrouver publiées, mais du fait de mauvaises utilisations de fichiers. À ma connaissance, en matière de fichiers étatiques, c'est la seule chose, mais je laisse mes collègues compléter. Alors, ça va sûrement être décevant parce que je n'ai pas grand-chose de plus à rajouter par rapport à ce qu'a dit Johan. Effectivement, hein, on est alors ça dépend ce qu'on entend par hack, hein, mais généralement, on est sur des violations de données, qui, dans certains cas, doivent être, signalées à la CNIL. Les personnes doivent être informées, en fonction des risques, hein, finalement, qui sont attachés à cette violation de données et sur effectivement, les fichiers régaliens, on est plus, mais il y a souvent dans la presse, hein, des articles, assez, plutôt «faits divers» entre guillemets, sur ces pratiques-là d'un mot de passe qui est laissé sur un post-it, voilà, il y a eu récemment, je crois, alors je ne sais plus si c'était un policier ou un gendarme, donc je vais pas je vais pas m'avancer, mais qui effectivement avait regardé un nombre assez considérable de fiches, et qui avait passé toute sa famille au crible, alors je ne sais plus si c'était le traitement d'antécédents judiciaires, ou des choses comme ça, mais j'ai le sentiment, effectivement que c'est plus, des détournements ou des mésusages, que vraiment, un hack, au sens, classique du terme, où on l'entendrait. En tout cas, c'est plus ma perception des choses. Et peut-être un mot de complément sur ce qui a été évoqué, et puis c'était un peu au cœur de ma présentation. En sortant du hacking, effectivement, stricto sensu, c'est aussi l'idée de mettre en avant le fait que certains fichiers ou bases de données, désormais policières ou de renseignement, sont fondés sur un détournement d'usage. Donc sont fondés, alors évidemment légales, hein, et encadrées, mais des données qui avaient une finalité avant tout commerciale. Je l'ai évoqué notamment avec Swift, qui, dans le cadre de politiques de sécurité, sont utilisées pour des raisons qui n'étaient pas imaginables ou imaginées, ou en tout cas légales à ce moment-là, et qui renvoient par défaut ou par principe à un détournement d'usage, donc un usage secondaire de données à finalité, par exemple, commerciale, qui vont être là mobilisées dans le cadre de politiques de sécurité, avec tout l'encadrement qui s'ensuit à un certain moment, bien évidemment. Mais cette logique de détournement d'usage, elle peut être au cœur de certaines politiques de sécurité également. Donc, ce n'est pas forcément une erreur ou un accident de parcours, ça peut être une logique propre suivie dans la constitution de fichiers ou de bases de données à des fins policières, judiciaires ou de renseignement. Je me permets juste, si je peux, de préciser en 10 secondes. Effectivement, en dehors de ces cas de détournement légalisé, pour les détournements individuels dont on parlait avec Marion, il y a évidemment quand même, pour le coup, je me fais rassuriste, mais il y a quand même des garanties, des garde-fous qui sont prévus. Et pour avoir vu de mes yeux ça fonctionnait, je sais par exemple qu'à la gendarmerie, ça doit être exactement pareil à la police nationale, il y a des alertes automatisées qui sont faites, c'est-à-dire que si des policiers ou des gendarmes cherchent des choses qui, par exemple, s'ils tapent Nicolas Sarkozy ou je ne sais pas quelle personnalité publique dans le moteur de recherche de TAJ, ça va envoyer directement une alerte à l'IGPN ou à l'IGGN pour dire là, il faut justifier cette demande. Donc, il y a comme ça, il y a des contrôles aussi régulièrement qui sont faits parce qu'on ne l'a pas précisé, ça c'est à mon avis important. En fait, toutes les consultations il y a un historique en fait des consultations des policiers, des gendarmes dans l'intégrité de ces fichiers. Donc, on peut savoir que le lieutenant Y a consulté la fiche de X tel jour, telle heure. Et donc, après, on peut lui demander, mais pourquoi tu as consulté telle fiche tel jour, telle heure? Est-ce que c'est dans le cadre d'une affaire ou pas? Voilà. Donc, il y a quand même un contrôle possible. Il ne faut pas non plus avoir l'idée d'un fichier Excel qui serait ouvert à tous les vents et qu'on pourrait consulter comme ça. Il y a quand même, les données, c'est quand même historicisé. Il y a quand même un encadrement là-dessus. Même chose pour TracFin et les bases de données de déclaration de soupçons, elles sont accessibles en général dans chaque pays uniquement aux agents de la cellule. Ce n'est pas effectivement open bar pour l'ensemble des policiers ou des services de renseignement qui pourraient accéder directement.
peut-être l'avant-dernière question qui est posée par Cyril. Les fichiers des hôpitaux, donc des dossiers médicaux et administratifs, sont-ils considérés comme des fichiers de l'État? Et il pose cette question car ceux-là ont fait l'objet d'exfiltration selon lui. On sort un petit peu du fichier policier, mais... Alors, je me lance peut-être sur cette question. Alors, je pense qu'on peut dire, en fait, ça dépend ce qu'on entend par fichier d'État. C'est vrai que là, pour le bien de ces présentations, on a entendu fichier d'État comme fichier régalien, hein, donc très police, justice, défense, hein, au sens très large. Après, effectivement, si on entend le fichier d'État comme un fichier mis en œuvre par l'État, il peut y avoir certaines informations médicales, effectivement, qui sont traitées par l'État. Après, en fonction des hôpitaux, alors bon, je je m'avance sur un terrain glissant, mais en fonction des hôpitaux, si c'est des hôpitaux publics ou non, peut-être qu'il y aura une distinction en tout cas à faire, de savoir si le traitement est mis en œuvre pour le compte de l'État ou non. En tout cas, alors si on prend un sujet, hein, qui peut peut-être faire polémique aussi, mais tout ce qui est, gestion de la crise, Covid, en tout cas, c'était des fichiers qui avaient été mis en œuvre, qui ont été mis en œuvre par le ministère de la Santé. Et donc là, on peut considérer effectivement que c'est des fichiers de l'État, avec alors des obligations qui sont assez similaires à celles, hein, qui pèsent sur les fichiers de police. On évoquait tout à l'heure la traçabilité, qui est une obligation imposée par les textes sur tout type de fichier, donc avec des garanties aussi. Et c'est ce que pose notamment la réglementation, hein, en matière de données à caractère personnel, c'est que quand on est sur des données sensibles, dont font partie les données de santé, il y a des mesures en plus, il y a des garanties en plus à mettre en œuvre pour justement assurer une protection particulière de ces données qui sont considérées comme plus sensibles que les autres. Donc, après, je ne sais pas ce que vous entendiez par exfiltration. Peut-être si vous souhaitez préciser votre question, qu'on puisse y répondre au mieux. Oui, effectivement, je rebondis en quelques secondes, mais il me semble que quand on parlait d'exfiltration, c'est peut-être au sens de fuite de données. Si on l'entend dans ce sens-là, il y a effectivement eu des fuites, voilà, du vol de données. Il y a des fuites, mais alors à ma connaissance, que d'opérateurs privés auxquels recouraient effectivement certains services hospitaliers, ça par contre sans difficulté, mais parce qu'ils recourent pour gérer aussi leurs données à des opérateurs privés qui obtiennent le marché public, hein, de la gestion de ces données-là. Et pour les fichiers liés au Covid, effectivement, ça me semble être un cas d'école très intéressant parce qu'il y a plusieurs fichiers qui ont été créés dans le cadre du suivi sanitaire pour suivre les cas contacts, pour suivre les tests, pour suivre ensuite les vaccins. Il y a eu un certain nombre de fichiers qui sont mis en place et ces fichiers ont effectivement répondu à un cadre très strict avec des avis de la CNIL, d'ailleurs rendu régulièrement et toujours intéressant là-dessus, parce ils posaient aussi des enjeux quand même en termes de vie privée, de qui peut accéder à ces données, parce que c'est des fichiers qui par essence sont massifs, hein, contiennent des millions et des millions de données. Donc c'était aussi le parallèle, je trouve, fichiers de police, fichiers médicaux sur ça est tout à fait intéressant. Très bien, merci beaucoup. Alors, on va partir sur une toute dernière question, une question qui aura aussi un peu la forme d'une remarque, hein, puisque je vais rebondir sur une remarque de Salomé Lanier, qui, elle, évoquait un côté un peu ironique du côté de la peur démocratique autour des fichiers, quand on voit ce que l'on accepte en offrant nos données à des opérateurs privés. Alors, elle cite notamment des opérateurs privés américains. Donc, on a de ce côté-là, hein, ces données que l'on peut donner, offrir, alors en le sachant ou non, ou sans bien comprendre ce que l'on fait à des opérateurs privés. Et de l'autre côté, une crainte qui peut être une crainte à la Black Mirror, hein, de sociétés qui exagéreraient leur utilisation de données, qui en feraient des utilisations qui objectivement pourraient nous faire peur. Quel est votre ressenti là-dessus, sur ce juste milieu peut-être à opérer? On donne nos données et en même temps on a une certaine crainte. Comment on gère ça derrière du côté de l'État? Sur ce point, si je peux commencer, effectivement, ça renvoie tout d'abord à la question des usages des données en tant que telles. Et la question aussi soulève un certain impensé. Très souvent, on réfléchit à la surveillance d'État, d'un côté,
et des surveillances à des fins économiques ou d'acteurs commerciaux, c'est ce qui était évoqué, des grands acteurs économiques. Ce qu'on oublie souvent, c'est qu'il y a des formes de partenariat qui se font dans le cadre précis, puis c'était encore une fois l'objet de la présentation, où on voit qu'il n'y a pas de muraille de Chine entre ces grands acteurs capitalistes et les grands acteurs de la sécurité. Il peut y avoir des formes de coopération plus ou moins forcées dans ce cadre précis. Et pour soulever voilà, quels enjeux ça peut soulever, il y avait eu un cas après le 11 septembre 2001 avec des compagnies aériennes, des compagnies aériennes américaines qui avaient été poursuivies par des passagers parce qu'ils avaient su que leurs données avaient été envoyées contre la politique même interne, en tout cas la politique officielle de consentement de la compagnie aérienne à l'époque, qui avait été envoyée au service de sécurité américain. Alors, il n'y avait pas de squelette dans le placard, donc il n'y avait pas eu de démonstration de cas horribles. Donc, il y avait pas eu les poursuites n'avaient pas été un succès pour ces personnes-là. Il n'y avait pas eu de problème de démontrer en tant que tel, d'atteinte à ces individus. Mais ce qui ressortait très fortement, y compris dans le jugement et plus généralement dans les débats, c'est effectivement dans quelle mesure ça vient aussi changer le rapport de force et les relations de pouvoir entre d'un côté ces grands acteurs économiques, de l'autre les représentants de l'État et ensuite les citoyens. Même si ces clients, ces passagers aériens n'avaient pas lu la politique de consentement, et même s'il n'y a pas eu de conséquences directes sur leur propre personne, ça veut dire que concrètement, une politique d'une entreprise n'a plus aucune valeur et il n'y a plus du tout ce pied d'égalité vis-à-vis des citoyens ou des clients si ce n'est pas du tout respecté et si, malgré la politique officielle, ils échangent leurs données avec des acteurs de la sécurité. Donc, ce qui est notamment posé dans ces cas de figure et dans ces relations à trois, entre guillemets, entre les citoyens, l'État et les grands acteurs économiques, c'est la position de faiblesse potentielle des citoyens dans ce cas de figure dans des politiques de surveillance. Alors je rejoindrai totalement Anthony là-dessus, surtout que sur le lien entre acteurs privés et acteurs publics, en fait, d'une seule main sur les questions de surveillance, il me semble que même sans aller dans Black Mirror, il suffit de regarder ce qui se passe en Chine. En fait, on l'a implicitement évoqué à plusieurs moments, mais le contrat social, pendant le contrôle social et vraiment cette idée de crédit social qui est mis en place, c'est main dans la main avec les grands acteurs privés chinois, notamment WeChat ou Alibaba, qui en fait participent totalement de ce système-là, fournissent les applications de téléphone. Bon, évidemment, il y a un modèle chinois économique aussi très particulier, mais qui montre cette imbrication totale. Donc, il me semble qu'on ne peut pas totalement différencier et dire il y aurait la surveillance privée d'un côté pour des finalités purement commerciales et la surveillance publique de l'autre pour des côtés purement sécuritaires. Il me semble que ça ne marche pas comme ça. Et puis, la deuxième petite remarque que je voulais faire sur cette question, c'est que, en fait, il me semble que dire on consent bien à donner une donnée à Facebook ou autre, donc on n'a rien à craindre du côté de l'État, c'est un faux argument parce que on peut avoir à craindre du côté de l'État parce que c'est quand même pas du tout la même ampleur de fichage, c'est pas du tout les mêmes garanties. Par exemple, le RGPD dont on a parlé aussi à plusieurs reprises s'applique parfaitement pour les données d'études par Facebook, ne s'applique pas pour le TAJ ou le casier judiciaire qui relève d'un autre texte européen mais qui est moins contraignant avec des droits qu'on peut enlever aux individus. Donc, c'est pas non plus le même encadrement, c'est pas la même chose. Il me semble que c'est très difficilement comparable de raisonner comme ça. Voilà. Peut-être juste pour compléter sur une remarque d'Anthony qui parlait de ce déséquilibre avec les citoyens, je pense que, alors on ne l'a pas beaucoup évoqué ce soir, mais c'est le rôle hyper important de l'exercice des droits des personnes concernées. Et notamment, ça passe par l'information. C'est pour moi un des points clés, justement, dans un petit peu ce côté, mais on donne tout à des opérateurs, enfin aux GAFAM, pour en gros pas les citer. Et en même temps, on a la peur du gendarme et la peur de donner ces données à l'État. Je pense que ça passe vraiment par une meilleure connaissance des citoyens de leurs droits, des traitements qui sont faits les concernant et au-delà de ça, de la possibilité finalement d'exercer leurs droits derrière, que ce soit un droit d'accès, un droit de rectification, un droit d'effacement, puisque les textes et même la directive police-justice et la loi informatique et liberté sur les fichiers plus régaliens permettent la mise en œuvre d'un certain nombre de droits, même s'il y a des restrictions. Je pense que c'est vraiment par là, en tout cas, que se passe le cœur du problème, c'est que les citoyens sont assez peu informés, sont pas informés déjà des traitements, sont pas informés des moyens d'exercer leurs droits, de comment le faire. Et
Et voilà, je rejoins cette idée du déséquilibre, puisque effectivement, face à des géants, hein, que ce soit acteurs privés ou publics, on se sent un petit peu démuni quand on n'a pas la connaissance de comment exercer ses droits. Très bien, merci beaucoup. Nous arrivons justement à la fin de ce webinaire. C'était le dernier webinaire de la saison, le dernier de ce cycle. Vous pourrez le retrouver sur la chaîne YouTube du département, puisque nos participants ont signé leur autorisation de droit à l'image qui ira rejoindre notre base de données d'autorisation. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour être tenu informé des actualités du département. Merci beaucoup à Johan Nabat, Marion Degasquet, Anthony Amissel d'avoir bien voulu nous consacrer un petit peu de temps ce soir pour débattre avec nous et répondre à vos questions. Merci à Clémence Boineau, que vous ne voyez pas, mais qui œuvre en arrière-boutique à faire fonctionner ces webinaires du département. Merci à tous et à une prochaine fois.